Bonjour et bienvenue à votre émission Réflexivité. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir d'achat et de la croissance économique. En quoi la stabilité ou la révalorisation du pouvoir d'achat est-elle une source salvatrice et favorable à la croissance économique et du développement de la RDC? Nous allons parler de ces sujets avec le professeur Guy-Robert Silou. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Kambala. Quel est le sens économique, social, voire politique que vous donnez à ces sujets, le pouvoir d'achat et la croissance économique? Comme j'ai l'habitude de le dire, ce que moi je pense n'a que très peu d'importance. Ce qui prime avant tout, c'est la réflexion qu'on peut mener en regardant l'histoire économique. Et lorsqu'on est sur l'histoire économique, l'histoire sociale et politique, ça nous donne une vision beaucoup plus large et on est vraiment dans le domaine scientifique de la problématique. Je vais partir, disons, d'une période faste qu'on a connue dans l'histoire de l'humanité, qu'on appelle la période des Trente Glorieuses. C'est cette période qui a fait son apparition à partir des années 45. On va dater cette période, sa fin, vers les années 73, période à laquelle on va connaître le premier choc pétrolier. Donc, durant cette période dite des Trente Glorieuses, on va connaître une prospérité économique très très forte. Partout dans le monde, la croissance va frémir dans le sens positif. Et en même temps, on va s'apercevoir que le pouvoir d'achat va fortement augmenter. Mais pourquoi le pouvoir d'achat va-t-il augmenter? Parce que tout simplement, les prix ou l'indice des prix à la consommation, cet indice va fortement baisser et en même temps, le revenu disponible des ménages va considérablement augmenter grâce à quoi? À ce taux de croissance annuel moyen qui flirtait aux alentours de 5%. En même temps, on se rend bien compte que durant cette période dite des Trente Glorieuses, les organisations syndicales étaient puissantes. Donc, au niveau de la répartition de la valeur ajoutée, l'avantage revenait aux salariés parce qu'en même temps, on connaissait durant cette même période faste un taux de chômage qui était très très faible, qui était aux alentours de 3%. Donc, le taux de chômage à 3%, c'était le plein emploi, rapport de force en faveur des salariés et en même temps, l'État-providence étant complètement omniprésent pour soutenir cette croissance, on va se rendre compte que Henri Mandras, qui est un économiste français, va qualifier cette période de moyennisation de la société en même temps. C'est-à-dire que cette répartition de la valeur ajoutée qui va se faire de manière un peu équitable, pour ne pas dire égalitaire, va engendrer l'émergence d'une classe moyenne et cette classe moyenne va permettre une meilleure consommation et cette meilleure consommation va permettre encore de soutenir la croissance et là on était dans une spirale complètement positive. Voilà pourquoi moi, si vous me posez cette question, je me dis le pouvoir d'achat de la population qui augmente, derrière, c'est la croissance qui risque de se pérenniser. Oui. Parce que en économie, l'objectif n'est pas toujours d'avoir une croissance sur une année, ce qui est une bonne chose, mais faire de telle sorte qu'il y ait un lissage afin que sur plusieurs décennies, qu'on puisse toujours avoir une forme de constance dans le taux de croissance qui est important. Parce que sinon, c'est les fluctuations, et là, on risque de sombrer dans une forme de récession, de dépression, et ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette introduction. Parler du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est lié à la consommation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce concept de pouvoir d'achat? Comment vous les définissez? Oui, s'il faut que je puisse définir le pouvoir d'achat vraiment se définit de manière très simple. Mais derrière cette définition, il y a une complexification de l'analyse qui devrait se faire pour qu'il y ait un meilleur entendement. Quand je dis complexification, mais d'abord revenons sur la définition. Le pouvoir d'achat, c'est tout simplement la quantité de biens
et de services qu'on peut obtenir avec son revenu. Oui. Mais bien entendu, lorsqu'on dit son revenu, il faudrait plutôt entendre le revenu disponible brut. Derrière ce revenu disponible brut, il faudrait que j'arrive à disséquer. Qui est un élément constitutif du pouvoir d'achat. Voilà, c'est un des éléments oui. constitutifs du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce revenu disponible brut, ben, il se compose d'un certain nombre d'éléments que je vais essayer de disséquer. Lorsqu'on parle du revenu disponible brut, vous avez ce qu'on appelle le revenu primaire, plus le revenu secondaire, c'est-à-dire les prestations sociales, moins les prélèvements obligatoires. Et une fois qu'on a donné cette formule, pour dire revenu disponible est égal revenu primaire, plus revenu secondaire, moins les prélèvements obligatoires, on est toujours dans le flou. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que le revenu primaire? Dans le revenu primaire, il y a plusieurs éléments. Dans le revenu primaire, vous avez ce qu'on appelle le revenu d'activité. Qu'est-ce qu'on entend par le revenu d'activité? Le revenu d'activité en lui-même peut être découpé encore en deux éléments, c'est-à-dire dans le revenu d'activité, vous avez les salaires. Et nous sommes quasiment majoritaires à être salariés dans nos entreprises, c'est-à-dire être dans une relation de subordination avec son employeur. Et donc, en vendant sa force de travail, ce qui en découle, c'est ce qu'on va appeler le salaire. Mais en dehors de ce revenu d'activité qu'on appelle le salaire, on a aussi un autre revenu d'activité qu'on appelle le revenu mixte. Qu'est-ce que le revenu mixte? Le revenu mixte, c'est le revenu, si vous voulez, des professions dites libérales. C'est-à-dire qu'on est son propre patron et donc par rapport à cette terminologie de revenu mixte, vous fournissez la force de travail et donc le facteur travail, c'est vous qui le fournissez, mais en même temps, le facteur capital, c'est-à-dire le capital technique, c'est vous aussi qui le fournissez. Donc vous êtes à la fois propriétaire du travail que vous fournissez et en même temps des installations qui vous permettent donc d'œuvrer. Donc les professions libérales, pour eux, mais par exemple les avocats, on va parler des honoraires, les avocats, mais voilà, les médecins libéraux oui, et ainsi de suite. Les médecins libéraux, là il faudrait bien préciser la chose parce qu'un médecin, il peut travailler aussi dans un secteur public et par conséquent, il n'a qu'un salaire. Voilà. Donc, au niveau de revenus primaires, vous avez d'abord ces revenus d'activité. Et pour tous ceux qui travaillent, tous ceux qui exercent une activité rémunérée, perçoivent ce revenu d'activité. Mais donc, toujours ce revenu primaire, vous avez ce qu'on appelle le revenu du patrimoine, autrement dit, le revenu du capital ou le revenu de la propriété. Et là, on peut être sur les titres financiers, c'est-à-dire ceux qui possèdent des actions, des obligations, les actions qui leur apportent des dividendes, les obligations, et en même temps, vous pouvez avoir aussi ceux qui ont des maisons, des villas, des studios qu'ils mettent en location, ça leur apporte un loyer. Et donc tout cela, ça fait partie de revenus primaires. Mais si je reste déjà, Monsieur Calon, au niveau du revenu de la propriété, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une chose qui est relativement flagrante, une chose qui est complètement flagrante, c'est la disparité qu'on peut constater, ou les écarts qu'on peut constater entre les détenteurs des revenus de propriété, de la propriété, et ceux qui n'en possèdent pas. Parce que les actions, tout le monde n'en possède pas. Dans la société congolaise, tout le monde n'est pas actionnaire, tout le monde n'est pas obligataire, mais en même temps, on va se rendre compte que tout le monde ne possède pas des loyers à leur disposition pour pouvoir renflouer leur ce qui va différencier au niveau primaire. social aussi la capacité d'avoir ce pouvoir d'achat. Exactement. Cela va faire déjà des distinguos, des disparités entre les uns et les autres au niveau de la société congolaise, donc au niveau social. Là, on était sur le plan du revenu primaire. Donc le revenu primaire, donc pour récapituler, vous avez ce revenu d'activité et en même temps derrière vous avez les revenus de la propriété. Ce qu'il faudrait entendre, déjà pour ce pouvoir d'achat, lorsque on est majoritairement salarié, on peut se rendre compte qu'au niveau de la répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire cette richesse créée par une entreprise, il faudrait bien que les pouvoirs publics
puisse intervenir pour faire de telle sorte que cette répartition de la valeur ajoutée puisse être relativement équitable, afin que tout le monde puisse avoir des revenus relativement décents qui devraient leur permettre de consommer, d'accéder à la consommation. Très bien, d'accéder à ces biens et services. Et comme on sait très bien que ce revenu primaire et particulièrement le revenu d'activité ces revenus d'activité dépendent de plusieurs critères. Ça peut être dû à quoi? À l'ancienneté, le niveau de diplôme, le secteur d'activité aussi. Selon que vous travaillez dans les 3 secteurs, pour ne pas dire les 4, les postes de responsabilité les aussi. Postes de responsabilité aussi, et voire même le sexe et l'âge. C'est-à-dire que là, on retrouve ce qu'on appelle les minorités au sens sociologique. Cette répartition de la valeur ajoutée pose problème. Il faudrait bien que les pouvoirs publics puissent intervenir pour faire de telle sorte qu'il y ait une meilleure égalisation de conditions. Cette égalisation de conditions qui devrait permettre une répartition de la valeur ajoutée relativement équitable. Ce qu'on peut constater, effectivement, avec l'instauration. Ici au Congo, on va parler du SMIG, c'est-à-dire ce SMIG qui va faire qu'il y ait quand même une forme de revalorisation des revenus afin que cela puisse avoir des portées positives sur le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, on va y revenir. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, lorsque vous avez un pouvoir faible, est-ce que vous aurez un pouvoir d'achat conséquent? Lorsque vous dites avoir un pouvoir faible, ce pouvoir... Ah, mais oui, là, c'est le SMIG. Là, vous voulez parler du SMIG. Mais si le vous SMIG avez... en RDC, c'est 7300, à peine 3 65, oui, à peu près 3 dollars. Ouais. Mais effectivement, lorsqu'on a un SMIG qui est relativement faible, cela risque de poser problème au niveau du pouvoir d'achat, mais restons d'abord seulement au niveau du revenu. Parce que si on passe déjà sur le pouvoir d'achat, il y a un autre élément qui est constitutif du pouvoir d'achat que nous n'avons pas encore évoqué. Donc là, j'étais sur le revenu primaire. En dehors du revenu primaire, mais comme on sait très bien que ce revenu primaire n'est pas confortable pour chacun de nos concitoyens, les pouvoirs publics sont appelés à intervenir pour apporter ce qu'on appelle les revenus secondaires. Et ces revenus secondaires découlent des critères complètement différents. Ce n'est pas par rapport à la participation à une activité liée à la production, ça peut être sur des critères purement sociologiques, c'est-à-dire que là, on est sur les risques sociaux. Et généralement, on en cite quelques-uns. Vous avez par exemple la famille qui est un risque social, la santé est un risque social, le chômage est un risque social, et en même temps, on va se rendre compte que l'État intervient pour soutenir certaines familles modestes, justement, pour essayer de renflouer leurs revenus disponibles. Là, je suis seulement sur le revenu disponible, qui devrait leur permettre de consommer et d'assurer aussi, de garantir leur bien-être. Voilà. Une fois qu'on a évoqué ces revenus disponibles bruts, il faudrait qu'on puisse penser maintenant à l'indice des prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du pouvoir d'achat si on ne fait pas allusion à l'évolution des prix dans une société. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que vous pouvez gagner très bien votre vie. Oui. Avoir un bon salaire. Avoir un bon salaire, un très bon salaire, mais seulement si vous avez... Au niveau de l'indice des prix, ça augmente. Vous aurez un problème au niveau du pouvoir d'achat. Exactement. Si vous êtes en présence d'une inflation qui devient galopante, comme c'est le cas en ce moment un peu partout dans le monde, effectivement, votre pouvoir d'achat risque de baisser. C'est-à-dire qu'au niveau du pouvoir d'achat, il faudrait toujours se dire que vous avez d'une part le revenu, comme étant le numérateur, et au dénominateur, il faudrait mettre systématiquement le niveau des prix. Et c'est là où on va vouloir réagir en parlant en termes d'élasticité revenu, c'est-à-dire que chaque fois que le revenu augmente, quelle est la part qui sera consacrée à la consommation? Et donc là, on est sur ce qu'on pourrait appeler le coefficient, si vous voulez, budgétaire. Et là, vous avez par exemple la loi d'Engel qui dit la chose suivante. Là, je reviens sur le revenu disponible. La loi d'Engel qui met
une forme de précision sur le fait que chaque fois que le revenu augmente, on constate que la part qui est consacrée à l'alimentation, là je parle bien de l'alimentation qui n'est qu'un besoin primaire, cette part-là a tendance à baisser. Ah, ben, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes dans un pays pauvre comme l'est le nôtre, mais on ne peut que avoir un coefficient budgétaire relativement important parce que la primauté est accordée à l'alimentation. Il faut se nourrir. Or, il s'avère que cette élasticité revenu, c'est une élasticité qui est déterminante. Et on se rend bien compte que dans notre pays, le revenu qui n'augmente que très faiblement ne peut qu'avoir aussi des incidences sur le niveau de vie. Là, je suis sur le plan purement national. Et si je reviens sur le niveau du pouvoir d'achat, on va se rendre que le revenu baissant, avec même à toute chose égale par ailleurs, même s'il y a une forme de stabilité des prix, le pouvoir d'achat ne peut que baisser. Oui. En revanche, lorsqu'on passe sur le niveau général des prix, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'inflation, qu'est-ce que l'inflation? C'est une augmentation soutenue et généralisée des prix. Lorsqu'on est à une inflation qui devient de plus en plus galopante et à toute chose égale par ailleurs, lorsque votre revenu reste stable, reste constant, vous perdez toujours en pouvoir d'achat. Oui. Et donc là, on se rend bien compte que les pouvoirs publics sont appelés à agir à la fois... D'intervenir à la fois sur le niveau des revenus, oui, c'est-à-dire ce revenu disponible, revenu primaire et revenu secondaire, et en même temps, les pouvoirs publics devraient agir sur l'évolution des prix. Oui. Mais comme vous le savez aussi, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent-ils agir sur cette évolution des prix, d'autant plus que notre économie est souvent extravertie? C'est là où les choses deviennent un peu plus complexes, d'où les difficultés que nous avons pour asseoir une amélioration juste de ce pouvoir d'achat qui est vraiment très important pour que la croissance puisse être au rendez-vous, mais de manière pérenne, oui, pas de manière provisoire et sur le très court terme. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, il y a ces problèmes aussi. Vous avez un revenu disponible et brut. Est-ce que ça peut vous permettre d'épargner? L'épargne est liée aussi à ce que vous avez comme revenu. Oui, ça c'est une faiblesse propre à notre pays. C'est-à-dire que lorsqu'on a le revenu... épargne. Oui, lorsqu'on a le revenu disponible brut, à quoi sert-il? D'une part, il sert à consommer et en même temps à épargner. Oui. Lorsque, disons, la conjoncture est bonne, généralement, on considère qu'on épargne 20% de son revenu et on consomme 80% de son revenu. Je dis bien on consomme 80%. Mais il s'avère que dans un pays comme le nôtre, avec un revenu qui est très très faible, on ne peut se retrouver qu'avec la consommation, rien que la consommation. Or, l'épargne pour un pays est très importante. C'est-à-dire que l'épargne sert à quoi? L'épargne sert aux investissements. Donc, oui, lorsque vous avez une épargne qui est très très faible, il faut s'attendre aussi à ce que l'investissement national ou des nationaux, oui, que cet investissement puisse être faible. Maintenant, vous ne pouvez avoir le salut ou entrevoir le salut qu'à travers des investisseurs étrangers. Et ça, c'est un autre problème qu'on pourrait évoquer peut-être dans une autre émission. Mais restons sur cette épargne nationale qui ne peut être qu'atone, c'est-à-dire très très faible. Cette épargne étant atone, mais les investissements aussi faiblissent. Et si les investissements faiblissent, et donc derrière, la croissance aussi ne peut être que très faible. Voilà pourquoi on est en train d'insister sur ce sujet qui est très important du pouvoir d'achat. Ce revenu-là, il faudrait que les pouvoirs publics, de par leur encadrement, les pouvoirs publics n'ont pas non plus le monopole des revenus parce que nous avons un secteur privé et oui, ce secteur privé a aussi besoin d'être dans une logique beaucoup plus dynamique et dans ce dynamisme, on peut entrevoir aussi la croissance. Donc il ne faudrait pas non plus qu'on puisse étouffer, asphyxier ce secteur privé qui est créateur de richesse au risque de connaître des effets boomerang. Mais en même temps, il faudrait que le cadre juridique puisse être relativement
effectivement consistant pour favoriser ces revenus qui sont très importants, c'est-à-dire ce revenu disponible, propre à chaque citoyen, pour que la consommation puisse être encore davantage forte pour favoriser la croissance, pour ne pas parler d'expansion sur le court terme. Monsieur Guy Robert Silou, vous avez parlé de revenus primaires, secondaires, mais qu'est-ce qu'on entend par revenu permanent selon Milton Friedman? Ah oui, ça c'est un revenu qui rentre dans le cadre de ce que ce Milton Friedman, c'est un économiste qui est un peu aux antipodes des théories keynésiennes. C'est vraiment un économiste de l'école de Chicago qui s'est imposé et qui en même temps a réussi à s'opposer aux thèses purement keynésiennes. C'est-à-dire que pour lui, le revenu disponible ne doit pas systématiquement ou ne permet pas systématiquement de penser, si vous voulez, à la consommation. C'est-à-dire que pour lui, il est dans la théorie dite des anticipations. Lorsqu'on est sur la théorie des anticipations, dans le concept de revenu permanent, ce revenu-là, il est à la fois passé, il se fonde sur le passé, le revenu passé, sur le revenu présent et sur le revenu dit futur. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un revenu, mais je peux entrevoir, anticiper d'autres types de revenus qui pourraient venir se rajouter à ce que je gagne aujourd'hui. Et c'est à partir de là que je peux avoir une forme de stabilité dans ma manière de consommer. Ce n'est pas parce que mon revenu présent baisse que ma consommation va aussi baisser. Étant dans des anticipations purement positives, je peux donc escompter, améliorer mes revenus, ce qui pourrait m'inciter à consommer davantage. Mais il s'avère que dans notre pays, M. Kambala, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus complexes. On se rend bien compte que dans les pays occidentaux, les gens ne vivent pas que de leurs revenus disponibles. Les gens vivent justement avec ce revenu dit permanent. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on s'aperçoit que dans plusieurs grandes démocraties, les gens vivent de crédit. Le crédit, oui. Et bien sûr, il y a un risque qui peut être là, qui peut survenir, c'est-à-dire le risque de surendettement, mais de manière globale, partout où vous passerez, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, les grandes surfaces ont leur carte de crédit. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est rare de voir les gens qui vivent dans des pays occidentaux acheter des biens qui sont relativement onéreux, qui sont relativement coûteux, des maisons, des véhicules, de manière, voilà, des appartements, cash. Oui, acheter une maison à 400 000 euros, je vais essayer de caricaturer cela. Oui. Vous arrivez avec votre mallette remplie de billets verts ou de billets verts, c'est complètement anachronique. Oui. Non, ça ne se passe pas. Ce qui est possible ici. Ce qui est possible ici, c'est-à-dire que aujourd'hui, on donne la possibilité à tout citoyen, selon bien entendu plusieurs critères qui sont retenus par les institutions financières pour éviter effectivement l'insolvabilité de certains agents économiques, pour ne pas dire tout simplement de ménages, puisque là nous sommes en train de parler du pouvoir d'achat. On va faire de telle sorte que on puisse accorder des crédits. Et donc, lorsque vous achetez un bien qui coûte, je dis tout et n'importe quoi, 1 000 euros, au lieu de payer cash, on va échelonner cela, par exemple, sur 10 mois. 10 mois. Donc, ce qui va alléger votre, si vous voulez, votre coût, et donc ce qui va vous permettre d'avoir un revenu permanent, anticipant justement vos revenus qui se sont affaiblis pour moult raisons, et donc ce qui va favoriser la consommation. Donc, on se rend bien compte que dans cette idée de revenu permanent, il faudrait bien que nous, ici, nous puissions réfléchir sur la capacité à pouvoir offrir des crédits, bien entendu, aux agents économiques qui sont solvables, afin que la consommation puisse augmenter en renchérissant leur pouvoir d'achat, pour ne pas dire leur revenu. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas qu'avec son revenu disponible. Ce n'est pas possible. Surtout dans des pays développés, cela devient quasiment anachronique, pour ne pas dire irrationnel. Parce que, je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Lorsque je veux me lancer dans un investissement, par exemple, même pour les ménages, on parle des investissements dans un cas particulier qui est celui de l'acquisition d'un bien immobilier. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que sur le plan économique, on dit toujours que les ménages consomment. Mais
il y a une exception, les ménages investissent lorsqu'ils arrivent à acquérir un bien immobilier. Et donc, lorsque je veux m'acheter une maison, je ne peux le faire qu'à crédit. À crédit, oui. À crédit. Parce que même si j'ai le montant qu'il me faut, mais je vais me lancer dans une rationalité purement économique, c'est-à-dire je vais vouloir bénéficier d'un coût d'opportunité. Quel est par exemple, si je peux autofinancer cela, je peux le faire, mais on le fait très faiblement. Mais sauf qu'au niveau du financement de l'économie, vous avez ce qu'on appelle le financement interne, qu'on appelle aussi l'autofinancement. Vous pouvez basculer sur le financement externe avec 2 volets. Le financement externe direct, en allant sur les marchés financiers, ou indirect. Et là, vous êtes sur les banques, c'est-à-dire vous êtes sur l'intermédiation. Donc c'est un financement intermédiaire. Et là, interviennent par exemple les taux d'intérêt. Mais lorsque je vais sur ce marché intermédiaire, pour que je puisse bénéficier des taux d'intérêt qui sont faibles, je bénéficie de ce qu'on appelle un effet de levier. Et donc ça, au lieu de vouloir financer un achat avec mes fonds propres, je préférerais le faire par crédit, parce que ce crédit-là va me permettre de bénéficier d'un effet de levier. Donc, je suis complètement gagnant sur la ligne. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à payer comptant nos achats de tous les jours, ce qui ne se fait plus ou très peu. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, il y a plus de 20 banques commerciales en RDC appartenant aux étrangers et il y a cette absence de crédit. Et les crédits sont octroyés à des conditions un peu que le Congolais moyen ne peut pas accéder. Mais l'absence de numérisation aussi pose un problème pour que les gens accèdent aussi au crédit. On ne sait pas, tu travailles à B1, demain tu es ailleurs et on ne sait pas vous retracer. Ça pose aussi un problème que les gens accèdent au crédit. Oui, mais là nous sommes au niveau de la réforme, si vous voulez, de l'administration publique congolaise. C'est-à-dire que là, c'est un problème qui est crucial dans ce pays-là. C'est-à-dire que quelle est l'identité de M. Kambala? L'identité. Est-ce que les pouvoirs publics sont-ils en mesure d'identifier dans l'espace et le temps M. Kambala? C'est ça la grande question. Or, il s'avère que dans les autres pays, vous voyez bien le paradoxe, et là je reviens encore sur ce que j'ai l'habitude un peu de décrier ici, j'espère que nos gouvernants, nos élites vont entendre ce cri de cœur. On ne peut pas parler que du recensement que pour les élections. Et c'est ça le mal congolais. Chaque fois qu'il y a des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, tout d'un coup, on commence à vouloir réformer le système électoral, recenser la population, alors que ce recensement-là, l'identification des concitoyens est fondamental pour le bien-être, pour l'efficacité, l'efficience des pouvoirs publics, de l'administration publique congolaise. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas faire ce travail, on se rend bien compte que ça a un impact négatif sur la vie économique de ce pays. Sur les mesures économiques à prendre. Tout à fait. Et ça, c'est une des mesures politiques institutionnels à prendre pour favoriser et renflouer, si vous voulez, nos caisses, c'est-à-dire notre économie, autrement dit la croissance. Prof, revenons un peu sur les revenus médians. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ah ben, ce revenu médian, il est aussi fondamental. Ça permet justement de poncer à ce pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le revenu médian? C'est ce revenu qui essaie de séparer, si vous voulez, les revenus les plus faibles et les revenus les plus forts ou les plus élevés. Et là, en jargon purement économique, on pourrait parler en termes de déciles. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le premier décile, ce sont les revenus les plus faibles, et en République démocratique du Congo, non seulement, et puis il ne faut pas confondre le revenu médian, et le revenu moyen, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, je suis sur le revenu médian qui est beaucoup plus parlant. Ce revenu médian, il faudrait qu'un jour, au Congo, qu'on arrive à le calculer. Parce que j'ai essayé de mener mes enquêtes pour vérifier quel était le niveau de ce revenu médian. J'ai eu du mal à le trouver. Vous voyez, par exemple, en France, le revenu médian est à, grosso modo, à 1 900 euros. 1 900 euros. Et donc, le fait de gagner 60% du revenu médian, vous êtes considéré comme étant pauvre. Vous voyez, ceux qui gagnent 60% du revenu médian
sont dans la pauvreté. Et donc, il faudrait qu'on arrive à calculer ce revenu médian et à partir de là, ça pourrait nous donner des réponses claires et nettes sur le niveau de pauvreté dans notre pays. Parce que laisser les institutions internationales, la Banque mondiale de faire ce calcul, on se rend bien compte qu'il faudrait réactualiser et actualiser cela de manière permanente afin qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus exhaustive du niveau de vie du Congolais dans sa globalité sur le plan national et en même temps basculer sur le pouvoir d'achat. Et donc vous avez ce premier décile et vous avez aussi le 9e décile qui est consacré aux revenus les plus élevés. Et là, ça devrait permettre aux autorités de calculer ce qu'on appelle le rapport interdécile. C'est-à-dire combien de fois gagne, par exemple, je dis tout, n'importe quoi, un député par rapport à un smicard congolais. Et c'est là où on va se rendre compte qu'il y a vraiment un fossé. C'est ce rapport interdécile qui va nous permettre de réfléchir sur les écarts existants entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés. Et c'est à partir de là qu'on devrait prendre conscience des inégalités qui existent. La tension salariale pose problème en RDC, même dans les entreprises privées et publiques, donc ça pose problème. La tension ça pose problème. Les écarts sont énormes. Mais ces écarts sont énormes, mais sauf que ces écarts, il ne suffit pas de dire que ces écarts sont énormes. Le fait de le dire, on est dans des incantations. D'accord ? Maintenant, il faudrait arriver à démontrer cela. Et là, il n'y a que par les statistiques fiables qu'on pourrait démontrer que les écarts de revenus au sein des entreprises sont monumentaux. Mais en même temps, Monsieur Kambala, c'est là où je disais il faudrait que nous puissions faire attention à nos analyses économiques parce qu'on le sait très bien. Au niveau des entreprises privées, les choses, je suppose, sont relativement transparentes. En revanche, lorsqu'on bascule au niveau des administrations publiques, je crois que là, il y a quand même un blême. Je le dis comme ça de manière un peu plus triviale parce qu'on se rend bien compte qu'entre le revenu qui est vraiment versé sur le revenu net, qui est versé sur le compte des fonctionnaires et autres, et les primes qu'ils reçoivent, il y a vraiment un fossé. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration publique, les gens ne vivent pas de leur salaire. Les gens vivent des primes. Or, les primes ne sont pas incorporées. Et ne sont même pas frappées par... mais bien entendu, par les prélèvements obligatoires et que sais-je encore. C'est là où je dis que les statistiques internationales qui nous sont balancées par la Banque mondiale et autres, le FMI, ce sont des instances qui font leur boulot, mais sauf qu'il y a une partie qui est complètement opaque, qu'on ne voit pas, et ça touche relativement ces primes. Et ces primes, je crois que c'est ça qui fait la différence de pouvoir d'achat entre les nantis et les salariés ordinaires, c'est-à-dire celui qui ne gagne que son salaire et qui fait partie du secteur privé. Parlons maintenant du pouvoir d'achat avec les prix. Comment les prix agit-il sur le pouvoir d'achat et donc à la demande globale ? Ah oui, mais là vous parlez de la demande globale. Je vais revenir d'abord sur la première question, c'est-à-dire sur le prix qui pourrait influer sur le pouvoir d'achat. Généralement, on peut donner un exemple pour illustrer cela. Vous gagnez $10 000, c'est une belle somme en soi. Là, nous sommes $10 000, c'est ce qu'on appelle le prix ou la valeur nominale. C'est la valeur nominale, $10 000, valeur nominale. Mais ce qui est important en économie, ce n'est pas la valeur nominale. Ce qui est important, c'est la valeur dite réelle. C'est-à-dire que représentent les $10 000 en dollars constants. Et là, je fais la nuance. C'est-à-dire en dollars constants ou en dollars réels, si vous voulez. Je suis en train de raisonner autrement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par dollars constants ? Est-ce que $10 000, selon le niveau de vie, est-ce que les $10 000 valent toujours les $10 000 ? C'est ça la vraie question. En instant T, $10 000 valent 10 000. Je dis bien 10 000. Parce que lorsque je raisonne en valeur réelle, il n'y a pas d'unité. $10 000 aujourd'hui, à l'instant T, ça vaut 10 000. Quelle est la formule ? C'est valeur nominale sur l'indice des prix fois 100. $10 000 divisé par 100, multiplié par 100, égale 10 000. Pourquoi divisé par 100 ? Parce que l'indice des prix
par rapport à l'année de référence ou par rapport à la temporalité de référence est toujours égal à 100. Donc là, l'indice de prix par rapport à l'année de référence, c'est une base qui est égale à 100. D'accord? Voilà pourquoi j'ai dit 10 000 divisé par 10 000, 10 000 pardon, divisé par 100, multiplié par 100 égale 10 000. En revanche, demain, si l'inflation passe à 2%, ou à 5%, ou à 7%, l'indice de prix change. Donc la base ne restera plus égale à 100, mais par exemple, si l'inflation est à 7%, l'indice des prix va être à 107. Et donc là, il faudrait faire l'opération 10 000 divisé par 107 multiplié par 100. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ce calcul, que vous avez perdu en valeur réelle. Vous aurez toujours 10 000 dollars, mais les 10 000 dollars par rapport à la quantité de biens et de services que vous êtes susceptible d'acquérir avec ça, ça baisse énormément. C'est là où ça devient beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du pouvoir d'achat si seulement si on ne tient pas compte de l'évolution des prix. Et comment l'inflation nuit-elle au pouvoir d'achat ? Ah oui, mais c'est l'exemple que je viens de vous donner à l'instant T. C'est-à-dire que l'inflation qui est une augmentation généralisée soutenue des prix, lorsque cette inflation devient galopante, mais il y a une dépréciation de la monnaie. C'est-à-dire que votre monnaie perd de la valeur et par conséquent, vous perdez complètement en pouvoir d'achat. C'est l'exemple que j'ai essayé de donner pour illustrer cela. Vous passez de la valeur nominale à la valeur réelle et là, votre pouvoir d'achat est en berne. L'économie, quand on parle de pouvoir d'achat, on voit aussi la croissance. Il y a la croissance, la demande effective et la demande globale. Là, vous touchez vraiment le nœud gordien de notre problématique. On a parlé des revenus, on a parlé de l'inflation, mais tout cela, c'est très beau. Mais on peut se rendre compte que le revenu ne peut augmenter que si seulement si la croissance est également forte. Oui. D'accord ? Voilà pourquoi dans ma présentation de notre thème du jour, j'ai fait allusion à la période dite des 30 glorieuses, qui était une période faste. Et donc la croissance, mais pas n'importe quelle croissance, il faudrait que la croissance puisse être inclusive, avec une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein des entreprises. Ressenti par la population. Mais bien sûr, mais pour l'instant, ne restons pas sur le ressentiment, parce que ce que ressentent les peuples, parce que c'est là où on est sur un paradoxe. Je vais en parler dans les minutes qui vont suivre. Mais je reviens d'abord sur votre question sur la croissance. La croissance, elle est fondamentale. La croissance, elle est fondamentale, mais si c'est une croissance extensive, cela veut dire qu'on va utiliser plus de facteurs de production. Et donc, on fera travailler aussi plusieurs personnes. Et donc, la redistribution ou la répartition de la valeur ajoutée va être beaucoup plus forte. Mais lorsque la croissance, elle est intensive, on peut procéder par la substitution du capital au travail, c'est-à-dire remplacer les hommes par les machines. Et lorsqu'on est dans cette croissance intensive, on se rend bien compte que le pouvoir d'achat, pour ne pas dire tout simplement, les revenus risquent de ne pas augmenter et le taux de chômage risque de flamber. Voilà pourquoi on dit toujours que il faudrait faire de telle sorte que la mayonnaise puisse prendre. Je reviens maintenant sur le ressenti de la population. Faisons attention avec, parce qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterling. Qu'est-ce que le paradoxe d'Easterling ? On peut être dans une phase de prospérité économique, mais le peuple ne ressent pas cela comme tel. Et souvent, lorsqu'on interroge les peuples occidentaux sur leur bien-être, souvent il y a un pessimisme ambiant qui est là. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que les choses se passent bien, mais le simple fait, par exemple, qu'il y ait la guerre à l'Est, si vous demandez aux gens qui vivent à l'Est de la République comment est-ce qu'ils ressentent l'évolution politique, économique et sociale de la RDC, ça m'étonnerait que la réponse puisse être positive. Vous voyez ? Le contexte géopolitique
géostratégique, militaire du moment ne peut qu'engendrer un pessimisme ambiant et donc le ressenti ne peut être que négatif. C'est ça le paradoxe dit Sterling. On vit dans des pays riches, les pays occidentaux, mais souvent lorsqu'on interroge le peuple français, le peuple britannique, mais c'est toujours... Ouais, bon, comme à l'heure actuelle avec la grève des infirmiers en Grande-Bretagne. Mais exactement. Donc on se rend bien compte qu'il y a toujours ce paradoxe dit Sterling qui vient un peu atténuer les choses et en même temps modifier la réale économique, pour ne pas dire la réelle politique. C'est là où il faudrait toujours faire un peu attention. Monsieur le professeur, comment l'État peut-il renforcer le pouvoir d'achat des Congolais? Il faut augmenter les SMIC. Mais augmenter le SMIC, on peut le faire. Mais sauf que lorsque on augmente le SMIC, n'oublions pas, là vous êtes sur le marché du travail. Et dans une de nos émissions, on avait évoqué cela. Augmenter le SMIC, pour le salarié, c'est une très bonne chose. Mais en revanche, pour l'entrepreneur, pour ne pas dire pour l'entreprise, le salaire est un coût. Oui. Donc lorsque le SMIC augmente, ce sont les coûts de production aussi qui augmentent, ce qui risque de gréver la compétitivité prix des entreprises. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte de mondialisation. L'économie s'est globalisée encore davantage. Augmenter le SMIC n'est pas toujours une fin en soi, n'est pas toujours la panacée. C'est là où il faudrait que nous puissions faire attention. Mais si on augmente le SMIC, les coûts de production augmentant, que risquent de faire les entreprises? C'est d'augmenter aussi les prix de vente. Les prix de vente, oui. Et donc là, vous vous rendez bien compte que l'impact est quasiment nul. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudrait faire attention. On peut toujours augmenter le SMIC, mais à la seule condition qu'il puisse y avoir aussi des compensations pour que les entreprises ne se sentent pas flouées dans cette forme d'augmentation de leurs coûts de production, parce que les coûts de production augmentant, c'est le taux de marge des entreprises qui baisse. Et donc, si les taux de marge baissent, les profits des entreprises qui baissent, ce sont les investissements qui baissent et c'est le chômage qui risque de flamber derrière. En guise de conclusion, monsieur le professeur Guy Robert Siloé, est-ce que la Banque centrale peut-elle influer sur les pouvoirs d'achat? Ah, ben, que la Banque centrale puisse agir... Ou le ministère de l'économie? Oui, là vous étiez sur la Banque centrale, que la Banque centrale puisse agir sur le pouvoir d'achat. Moi je pense que c'est dans sa musette, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire que là, c'est agir sur la masse monétaire, l'évolution de la masse monétaire. Mais sauf que, je l'avais dit aussi, cette inflation est-elle vraiment conjoncturelle ou bien est-elle structurelle? En République démocratique du Congo, une bonne part de notre inflation est structurelle. Parce que c'est une inflation qui est importée. Donc la Banque centrale, à la rigueur, n'a pas vraiment un grand rôle à exercer là-dedans. Lorsqu'il s'agit d'une inflation due à une hausse, une augmentation soutenue de l'évolution de la masse monétaire, c'est-à-dire de l'ensemble de la monnaie en circulation dans un pays à un instant T, là, la Banque centrale peut intervenir. Et en faisant quoi? En augmentant son taux directeur, ce qui va se répercuter sur les taux d'intérêt des banques de second rang, que sont les banques commerciales. Mais en dehors de ça, l'État ou le ministère de l'économie, oui. Comment peut-elle, l'économie, le ministère de l'économie, comment peut-il procéder pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais? Mais c'est en faisant de telle sorte que l'inflation ne puisse pas être galopante, d'essayer de freiner cette inflation par des mesures de stabilisation automatique. D'accord? Parce que les déficits budgétaires, le déficit budgétaire peut être aussi source d'inflation parce que ça fait augmenter la masse monétaire et derrière, l'inflation peut être aussi galopante. Donc là, on est sur une meilleure gestion qui devrait entraîner une forme d'efficience de notre économie. Bon, maintenant, il y a aussi, si vous voulez, des mesures qui peuvent être conjoncturelles, mais je pense que ces mesures conjoncturelles
permettent tout simplement de panser des plaies. Mais en profondeur, il faudrait que le ministère de l'économie puisse passer par des politiques purement structurelles. Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur. En guise de, quel est votre mot de conclusion par rapport à ce sujet, le pouvoir d'achat et la croissance en RDC? Si on veut vraiment que notre pays puisse prospérer, mais pas sur le court terme, sur le moyen et long terme, il faudrait que nous puissions réfléchir sérieusement, en nous mettant autour de la table, non seulement le gouvernement, pour ne pas dire l'État, mais il faudrait penser à la société civile. Il faudrait penser par exemple aux organisations syndicales pour assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la demande effective. La demande effective, c'est la demande anticipée des entreprises. Et cette demande effective, lorsqu'elle est forte, cela dynamise l'économie. C'est-à-dire que les investisseurs vont se lancer dans des opérations de toutes sortes pour répondre à cette propension à consommer qui est beaucoup plus forte. D'accord? Et il faudrait aussi quelque part que nous puissions penser à la restructuration de notre économie de manière beaucoup plus forte. C'est cette restructuration, ces réformes qui pourraient être structurelles et profondes, qui devraient favoriser justement une production qui serait beaucoup plus forte, dynamique, pour soutenir, et cette fois-ci je parle de la demande globale, parce que dans la demande globale, et ça aussi c'est une hérésie qui est faite à la théorie ou aux théories keynésiennes, vouloir parler seulement de la consommation. Or, John Maynard Keynes, lorsqu'il parle de la demande globale, il parle non seulement de la consommation, il parle aussi des investissements des entreprises et ainsi que de la demande public. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, qui est toujours ouvert et disponible à participer à cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission Réflexivité. Vous aussi, la porte est ouverte. Venez, contactez-nous. Vous allez participer à cette émission. C'est la réflexivité, échange des idées nobles. Merci, à la prochaine.